pour la prochaine conférence, cette fois je vais intervenir également et je vais vous présenter ma comparse Alice Camus, qui fait partie du comité scientifique et qui est une historienne spécialisée sur la société de cours et la parfumerie sous l'Ancien Régime. Elle a soutenu sa thèse à Sorbonne Université en 2021 sur les parfumeurs et la cour de France de Louis XIV à Louis XVI. Et nous attendons tous avec beaucoup d'impatience la parution de cette thèse qui est en cours d'édition chez Perrin et qui devrait sortir en 2025. Elle est actuellement historienne indépendante et apporte son expertise auprès d'entreprises et de collectivités. Alice, comme je disais, fait donc également partie de notre comité scientifique et elle a largement participé à la réflexion sur le projet Nomen que nous allons avoir le plaisir de vous présenter. Alors, avant de commencer sur le projet Nomen lui-même, nous allons parler du rôle décisif des ingrédients dans la reconstitution des parfums. Vous avez tous compris que retrouver des parfums anciens, des ingrédients du passé, c'est compliqué. Les questions se posent pour chaque ingrédient. Et nous allons d'abord vous exposer ce que fait le travail de l'osmothèque un petit peu plus en profondeur. Je crois que beaucoup parmi vous connaissent déjà le travail de l'osmothèque, mais il nous a paru important de resituer ce parfum, surtout justement au sujet de la quête des ingrédients. Alors l'osmothèque, c'est un lieu unique au monde. Il n'y a pas d'autres osmothèques dans le monde. Il y a des musées du parfum où vous pouvez découvrir les méthodes d'extraction, vous pouvez découvrir des flacons, mais l'osmothèque est le seul endroit où vous pouvez sentir des parfums, 6000 parfums, qui sont des témoins de l'histoire de la parfumerie. Et c'est vraiment le seul endroit au monde où vous pouvez avoir ce contact individuel avec les parfums du passé. Elle a été inaugurée en 1990 à Versailles par Jean Kerléo, qui était alors parfumeur chez Patou, et un groupe de parfumeurs passionnés. Et toute cette équipe a eu une idée tout à fait géniale à cette époque. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît presque normal de vouloir conserver des parfums, de vouloir conserver des traces de l'histoire du parfum. Mais il faut voir qu'en 1990, ça n'est pas la préhistoire et pourtant, c'était quelque chose de totalement novateur. Le but des osmothécaires de cette époque-là, des fondateurs, était vraiment de garder la trace du patrimoine de la parfumerie, de garder la trace de cet héritage olfactif, pas seulement des textes sur les parfums, pas seulement des photos des parfumeurs et des marques, mais également les traces olfactives, les fragrances elles-mêmes de cette histoire du parfum, parce qu'ils avaient l'intuition que ces parfums faisaient partie vraiment d'un héritage olfactif, industriel, historique et culturel déterminant non seulement en France, mais dans le monde. Je vous rappelle que l'osmothèque est conservatoire international des parfums. Alors aujourd'hui, la collection est constituée de 6000 parfums, dont 850 ont disparu. Vous ne pouvez les sentir nulle part ailleurs. Et vous pouvez sentir environ 400 chefs-d'œuvre dans leur édition originale. Nous parlons d'édition originale parce que l'osmothèque s'attache à reconstituer les parfums d'après la formule. Il ne s'agit pas d'analyser le contenu d'un flacon, il ne s'agit pas de faire une interprétation, une analyse chimique du contenu. Il s'agit vraiment de refaire le parfum à partir de la formule originale. Alors, sur ces diapos, vous voyez le groupe des fondateurs de l'osmothèque. Donc, vous savez que pour pouvoir refaire des parfums, il faut avoir la formule. Donc, l'osmothèque conserve également des centaines de formules, mais ces formules sont secrètes. Et le secret continue à exister dans le monde du parfum
parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de la propriété intellectuelle des parfums, des formes de parfums. Et donc l'accès à toutes ces formules est extrêmement strict. Nous nous assurons que seule une personne qui doit refaire le parfum a accès à une formule pour ce partage avec le public. Nous en avons déjà parlé au cours de cette journée, mais bien sûr, il est indispensable pour l'osmothèque de conserver les matières qui vont permettre aux parfumeurs de refaire les parfums. Ces matières rares, ces matières qui disparaissent, on l'a vu très rapidement, qui disparaissent de l'orgue des parfums, qu'elles soient des parfumeurs, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, il est très important pour l'osmothèque de pouvoir les garder. Et nous avons une collection actuellement d'environ 1500 matières premières qui s'enrichissent de travaux, par exemple, comme ceux menés par Olivier David pour refaire des muscs nitrés qui nous manquaient pour refaire certains parfums. Les 3 missions de l'osmothèque sont regroupées sous une grande mission qui est de faire vivre et grandir un patrimoine que nous considérons comme culturel, le parfum. Pas seulement le patrimoine d'une profession, mais le patrimoine des Français, oui, des Européens aussi, mais aussi un patrimoine de l'humanité. Ces parfums sont donc conservés par l'Osmothèque, qui est une association, loi 1901, à but non lucratif. Et depuis l'origine, lorsque Jean Kerléo et ses amis parfumeurs ont décidé de créer l'Osmothèque, ça n'était pas uniquement une association qui était destinée aux professionnels pour leur inspiration, mais également au grand public. Et dès le départ, ils ont voulu partager avec le public la connaissance de ces parfums, cette connaissance olfactive des parfums. Donc les 3 missions de l'Osmothèque sont la préservation, bien entendu, préserver et développer, la transmission et l'inspiration, la recherche également. La première mission, celle de la préservation, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, de conserver des parfums dans ce que nous appelons la cave, qui est en réalité une pièce dans laquelle nous avons des frigidaires, d'anciennes caves à vin, transformées pour conserver les parfums à une température constante de 12 degrés. Vous savez que les 2 autres ennemis, en dehors des variations de température du parfum, sont aussi l'oxygène et l'exposition à la lumière. Et nous faisons tout pour conserver ces parfums dans des conditions optimisées. Nous avons également cette collection de matières premières et de bases rares aussi. Vous savez que les bases sont essentielles pour pouvoir refaire un certain nombre de parfums. Les bases, ce sont ces cœurs de parfums qui sont utilisés comme des matières premières et qui permettent de refaire, qui ont été très utilisés pendant toute la première partie du siècle dernier par les parfumeurs. Et maintenant, quand nous devons refaire des parfums, nous avons besoin de ces bases. Alors, j'ai déjà parlé des formules et du protocole d'accès très strict qui garantit la confidentialité. Je dois aussi souligner que lorsque l'osmothèque n'a pas accès à ces formules, quand on n'a pas confié ces formules à l'osmothèque, et vous avez bien compris que c'est une question délicate, puisque pour beaucoup de parfumeurs et de maisons de parfums, ces formules doivent rester absolument secrètes. Nous demandons aux maisons de parfums ou aux parfumeurs de refaire les parfums selon la formule originale pour l'osmothèque. Il est très important pour nous de pouvoir présenter les parfums dans leur édition originale. Cette collection n'est pas seulement une collection de parfums d'autrefois, comme l'a dit Olivier, une collection est faite pour être vivante, pour s'agrandir chaque jour, et un grand nombre de parfums sont envoyés par les maisons sous forme de concentré ou de flacons à l'osmothèque pour que nous les conservions. Et nous avons besoin de quantités très petites, 200 ou 300 grammes sont déjà beaucoup pour nous permettre de conserver une trace de ces parfums. Et pour nous, il est très important également de conserver la trace de ces
de ces parfums et de ces maisons, parce que vous savez, vous êtes bien placé pour savoir que les maisons disparaissent très rapidement. Et quand nous présentons par exemple des parfums d'Houbigant, nous sommes très surpris en particulier de voir dans la jeune génération que beaucoup de personnes ne connaissent plus Houbigant, qui était pourtant l'équivalent de Chanel, des parfums Chanel au tournant du 19e, 20e siècle. La deuxième mission, c'est la transmission. Ce sont les conférences olfactives. Là encore, c'était une activité tout à fait novatrice. Aujourd'hui, les conférences olfactives, vous en trouvez très souvent dans d'autres structures, mais à l'époque, c'est l'Osmotec qui a lancé cette idée de faire sentir les parfums au cours des conférences. Et l'Osmotec organise plus de 100 conférences en France et à l'étranger chaque année. Elle participe également à des expositions, à des colloques, à des salons. Et nous tenons vraiment à souligner que ce patrimoine olfactif est destiné à tous les publics, aux professionnels, bien sûr, qui viennent s'inspirer, qui viennent découvrir les œuvres du passé, mais aussi aux étudiants, en parfumerie, bien entendu, et aussi étudiants dans d'autres domaines, et puis au grand public, aux amoureux du parfum, et bien entendu aussi à tous les chercheurs qui écrivent sur le parfum, qui s'informent sur le parfum, mais qui sont aussi très heureux de découvrir les parfums dont on leur a parlé. On a vu tout à l'heure le bonheur que c'était pour un certain nombre d'entre nous de découvrir ce fameux FU5 dont on a entendu parler. Alors là, il s'agit d'une matière première, mais c'est toujours un grand bonheur de découvrir des matières premières ou des parfums qui ont disparu. La troisième mission, c'est la recherche. Et donc cette recherche a toujours existé au sein de l'Osmotec, recherche des parfums, recherche des formules, recherche au sujet de l'histoire du parfum. Et elle s'est nourrie aussi de ce qui avait été développé par des chercheurs comme Annick Le Guerrer, par exemple, que vous avez entendu ce matin. Mais depuis 3 ans, nous avons pensé qu'il était important de donner un coup d'accélérateur à cette recherche, de la formaliser davantage par la création d'un comité scientifique qui réunit une dizaine de chercheurs universitaires qui vont venir de disciplines très différentes. Donc, vous avez entendu Olivier qui est chimiste, Alice est historienne, il y a aussi une philosophe, une historienne de l'art, des littéraires. Nous essayons d'avoir un comité très interdisciplinaire qui va pouvoir apporter des expertises très variées et complémentaires à la recherche sur le parfum. L'axe principal de notre recherche, c'est parfum et mémoire, puisque c'est en rapport direct avec l'ADN de l'Osmotec depuis son origine. Et notre but est vraiment de faire avancer la recherche sur l'histoire du parfum et aussi de continuer la recherche sur les parfums du passé et, quand nous le pouvons, de pouvoir faire des reconstitutions de ces parfums. La méthode Osmotec, depuis le départ, comme je vous le disais, est d'utiliser les formules, de recomposer les parfums à l'identique à partir de la formule d'origine. Et c'est ce que nous avons choisi d'appeler la repesée. Pourquoi repesée ? Parce que nous disposons d'une petite balance. Vous voyez Jean Kerléo, ici, le fondateur de l'Osmotec, qui a utilisé cette balance pour refaire les parfums au gramme près. Vous savez que les formules indiquent les ingrédients, les quantités d'ingrédients par gramme, et qu'au gramme près, le parfumeur qui refait la formule d'origine suit les indications et met les quantités exactes de chaque ingrédient. Alors, un certain nombre de maisons de composition ont accepté des partenariats avec l'Osmotec pour, comme je vous le disais tout à l'heure, envoyer des recompositions de parfums anciens qui ont disparu du marché pour que l'Osmotec les conserve dans sa structure. Avec le temps, l'Osmotec a décidé de s'ouvrir à de nouveaux segments de la parfumerie et en particulier à la parfumerie fonctionnelle. C'est fait depuis quelque temps. Pourquoi ? Parce que l'Osmotec considère que ce patrimoine olfactif est constitué de parfums, bien sûr,
mais il est aussi constitué d'un certain nombre de produits fonctionnels qui ont marqué notre culture olfactive, notre culture collective olfactive. Nous avons aussi décidé d'ouvrir la collection à des reconstitutions historiques. Et par exemple, nous allons bientôt accueillir la Heritage Smell Library, qui est le résultat d'un travail de recherche mené par le groupe Odeuropa, groupe de recherche européen, qui s'est intéressé aux odeurs et aux parfums du passé. Alors, nous allons d'abord vous montrer très rapidement les 6000 parfums de l'Osmothèque. Non, peut-être pas les 6000. Nous allons commencer par 2. Et vous allez pouvoir ressentir 2 parfums qui ont été repesés d'après la formule initiale. Nous allons d'abord sentir l'origan. L'iris, on va le sentir après. Alors, vous allez pouvoir sentir l'origan de François Coty, parfum disparu du marché, parfum de 1905, qui a participé au développement, à l'enrichissement de la maison Coty. C'était le 2e parfum fait par François Coty, qui était pratiquement un autodidacte de la parfumerie, à part si l'on considère que passer 1 an chez Chiris permet de devenir parfumeur. Mais en 1904, il a lancé la rose Jacqueminot, et en 1905, l'origan de Coty. Il aimait beaucoup la vanille, justement, et la vanilline. Il a créé aussi en 1905 l'ambre antique. Et avec l'origan, il a voulu ajouter une note épicée, une note d'œillet, une note aussi de fleurs d'oranger. Il a utilisé en particulier dans ce parfum les bases de son époque, pour faire un parfum qui a eu un succès immense et que nous sommes toujours très heureux de sentir aujourd'hui. Quand vous le sentez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais très souvent dans les conférences de l'Osmothèque, quand le public sent ce parfum, beaucoup de personnes nous disent « ça sent la poudre de grand-mère ». Pourquoi ? Parce que ce parfum a servi à odoriser les poudres. C'était une idée de François Coty de donner ce parfum aux poudres qu'il a également vendues. Là, vous avez sur l'image une de ces boîtes magnifiques de poudre. Et c'est ce qui a également contribué au succès de François Coty, puisqu'à une certaine époque, il vendait 30 000 boîtes à poudre par jour aux États-Unis. Et ensuite, les concurrents ont vu le succès de l'origan, se sont mis à l'imiter, ont repris cet accord rose-violette, cet accord sur une base ambrée avec de la fleur d'oranger et une note épicée. De ce fait, beaucoup de poudres de l'époque ont senti ces notes. Et aujourd'hui encore, ces notes rappellent souvent la tendresse souvent d'une vieille dame qu'on a connue. Alors, une autre repesée, le fruit défendu, des parfums de rosine. J'imagine que dans une assemblée aussi experte sur l'histoire du parfum, personne ne croit que c'est Chanel qui, la première, a lancé des parfums en lien avec des collections de couture. Parce qu'effectivement, ça n'est pas Gabrielle Chanel, c'est Paul Poiret qui, en 1911, donc 10 ans avant le numéro 5, a eu l'idée de créer des parfums pour accompagner ses collections de couture. C'est aussi lui qui a créé le mythe du couturier parfumeur, parce qu'il a embauché 2 parfumeurs successivement, tout en faisant croire que c'était lui qui était le créateur des parfums. Mais on lui pardonnera parce qu'il a fait beaucoup de très très belles choses. Et il a embauché en particulier Henri Almeras pour faire des parfums.
Et ce parfum, malheureusement, n'a pas eu de succès. Il a été lancé avec le mauvais nom au mauvais moment. Il a été lancé d'abord en 1914 et ça a été un flop. En 1918, il n'a pas eu beaucoup plus de succès et pourtant, nous sommes ravis de le présenter à l'Osmothèque parce que nous considérons que c'est un avant-gardiste. Il vous paraîtra peut-être particulièrement moderne. Pourquoi ? Parce qu'il a ce fond ambré, ce fond très vanillé, ce côté très fleuri, mais aussi cette note fruitée, cette note pêche qui vient de l'aldéhyde C14 et qui lui donne pratiquement une silhouette de parfum gourmand. On pourrait pratiquement imaginer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que ce parfum a été lancé dans les années 1990. Donc vous voyez en quoi la repesée est très intéressante parce qu'elle permet de redécouvrir des parfums qui n'ont peut-être pas eu un grand succès à leur époque, mais qui étaient avant-gardistes. Cela permet de redonner du relief à cette histoire de la parfumerie, non seulement en parlant sur le parfum, mais réellement en vous le faisant sentir à chacun. Donc cette méthode de la repesée est la méthode la plus utilisée à l'Osmothèque. Mais nous allons voir que nous avons fait dès le départ quelques exceptions et qu'il y a aussi, par exemple, le parfum royal qui est une reconstitution d'un parfum dont on trouve la recette dans le livre L'histoire naturelle de Pline l'Ancien, le livre 13. Et pour pouvoir refaire ce parfum, il a fallu trouver la trace des ingrédients, arriver à les identifier. On en a parlé ce matin, identifier les ingrédients anciens, les ingrédients en particulier des parfums de l'Antiquité, c'est extrêmement complexe. Et ensuite, il a fallu travailler pour refaire ce parfum. Donc, nous avons fait à l'Osmothèque un certain nombre de reconstructions, avec à chaque fois cette grande difficulté d'identifier les ingrédients. Nous allons voir maintenant un cas particulier qui nous a été proposé récemment de refaire un parfum qui s'appelle l'Aqua Arabesca. Et je vais laisser Alice nous présenter les difficultés liées à la reconstitution de ce parfum. Merci Isabelle. Bonjour à tous tout d'abord. Donc oui, moi je vais vous parler d'une expérience que nous avons menée à l'Osmothèque il y a 6 mois pratiquement, donc de reconstituer un parfum vénitien datant du XVIe siècle. Donc il s'agit de l'Aqua Arabesca. Donc c'est un parfum que l'on trouve dans un traité qui a été publié en 1555, un traité écrit par un certain Rossetti. Alors Rossetti, il n'était pas du tout parfumeur, donc ce n'était pas un professionnel, puisqu'il travaillait à l'arsenal de la ville. Mais c'était un passionné de parfumerie et il a donc rédigé un traité dans lequel il nous donne un peu plus de 300 recettes de parfums, de cosmétiques et de compositions odorantes. Et donc ce traité, il a été publié quelques années après sa mort, en 1555 donc, et c'est un traité qui est destiné à un public très diversifié, donc des parfumeurs, des professionnels, mais aussi des amateurs et finalement toute personne qui pourrait ou qui souhaiterait reproduire chez soi à domicile ces parfums. Donc là, vous voyez la recette écrite en italien, bien sûr, en vénitien du XVIe siècle. Alors, si on analyse au premier abord cette recette, donc tout d'abord, on a une liste de 20 ingrédients. Alors là, déjà, on a une première grande difficulté qui se pose, qui est de savoir, finalement, est-ce qu'il faut utiliser tous ces ingrédients ? Ça ne va pas de soi, puisque on peut se demander, peut-être qu'il faut tous les utiliser, peut-être que finalement, l'auteur en a mis 20 en se disant, je laisse la liberté au parfumeur ou à l'amateur qui va reconstituer le parfum de choisir dans la liste, selon ses goûts, certains ingrédients, selon la disponibilité des matières premières, parce que, bien sûr, vous imaginez qu'à Venise, au XVIe siècle, même si on est déjà dans une forme de mondialisation et que vous avez les matières premières qui affluent du monde entier, on ne les trouve pas toujours facilement. Et puis aussi, bien sûr, selon la saisonnalité.
notamment bien sûr pour les fleurs fraîches. Alors, donc vous avez tout d'abord ces ingrédients et vous remarquez que dans la recette, vous n'avez aucune quantité ni proportion d'indiquée. Alors ça, je reviendrai là-dessus à la fin, mais évidemment, c'est aussi un gros problème quand on veut reconstituer le parfum. Alors cette recette, elle se compose de deux parties. Vous avez deux compositions différentes. Alors la première qui est très simple, vous avez des roses que l'on laisse macérer dans l'alcool, et ensuite vous avez une deuxième composition avec donc 19 autres matières premières. Mais là aussi, vous avez d'abord un premier problème parce que l'auteur ne nous précise pas s'il faut confectionner ces deux compositions de manière séparée et ensuite les mélanger, ou s'il faut d'abord faire la première composition et dans cette première composition rajouter au fur et à mesure les ingrédients. Donc là non plus, on n'a pas d'indication là-dessus, donc il faut interpréter soi-même la recette. Alors, nous allons revenir sur le problème de l'identification des matières premières, dont on parle bien sûr depuis ce matin, qui est un problème majeur lorsqu'on veut reconstituer une recette historique. Et dans cette recette-là, la méthode principale qui est employée, donc on n'a pas de distillation ici, donc pas d'utilisation de l'alambic, bon, ce qui est assez courant à l'époque, hein, ce n'est pas extraordinaire. Et donc finalement, c'est une forme d'infusion puisqu'on met tous les ingrédients, on les fait bouillir tous ensemble et c'est le résultat même de ce mélange qui va donner la composition odorante. Donc, afin d'avoir des réponses à toutes les questions que cette reconstitution soulève, on a cherché des réponses tout d'abord dans les autres recettes du même traité, puisque parfois l'auteur se montre beaucoup plus loquace, beaucoup plus précis dans d'autres recettes que dans celles que nous avions choisies. Puis, nous avons élargi nos recherches à d'autres traités italiens de la même époque. Et lorsqu'on n'avait toujours pas de réponse, on les a également élargis à des traités français, mais toujours en se concentrant sur le XVIe siècle. Donc vous voyez, on a procédé par cercles concentriques en s'élargissant progressivement de notre source d'origine. Mais bien sûr, nous n'avons pas les réponses à toutes nos questions, donc ce qui veut dire que lorsque le parfumeur reconstitue ce parfum, il y a forcément une part d'interprétation plus ou moins importante, mais qui est nécessaire pour la reconstitution elle-même. Alors je vais revenir sur les différents ingrédients. Je ne vais pas m'attarder sur tous, parce que je sais que le temps est un peu compté. Je vais simplement m'arrêter sur ceux qui sont le plus évocateurs. Alors tout d'abord, la rose. C'est un très bon exemple des difficultés que l'on rencontre, parce que l'auteur nous dit simplement qu'il utilise des roses. Bon. Donc il ne précise absolument pas la variété. Et lorsqu'on regarde les autres recettes du même traité, là, souvent, on remarque qu'il précise qu'il utilise des roses damascena. Bon. Alors ça, c'est très intéressant, mais à partir de là, vous pouvez avoir deux raisonnements totalement contraires, puisque vous pouvez vous dire, il utilise des roses damascena, donc je sais qu'il les utilise, qu'il les apprécie, donc on va les utiliser dans notre recette, puisqu'on a la certitude qu'il les utilisait. Mais vous pouvez également vous dire, si dans cette recette-là, il ne précise pas qu'il utilise cette variété, c'est justement parce que ce n'est pas important pour cette recette, et qu'à contrario, il doit en utiliser une autre. Donc vous voyez, à partir d'une précision que l'on trouve, vous avez deux raisonnements totalement opposés, mais qui se justifient autant l'un que l'autre. Alors ensuite, on trouve dans tous les ingrédients les trois grandes matières animales très courantes à l'époque, donc le musc, l'ambre gris et la civette. Alors là aussi, la recette que nous avons choisie, donc l'auteur donne très très peu d'informations sur la méthode pour traiter chaque matière première. Donc il faut regarder dans les autres recettes du traité pour trouver quelques petites précisions. Et là par exemple sur les matières animales, vous avez certaines recettes où il nous précise qu'il faut broyer ensemble le musc et l'ambre gris et ensuite rajouter la civette et faire bouillir le tout au bain-marie. Donc voilà, c'est une méthode qui pourrait être utilisée pour se rapprocher le plus possible de la recette d'origine. Alors ensuite, nous avons de l'iris.
Donc nous allons vous faire sentir. Donc je crois qu'on vous fait sentir une infusion d'iris. Alors je ne sais pas, Thomas, si vous voulez dire quelques mots peut-être sur l'infusion d'iris que l'on fait sentir. Ou pas. Qu'est-ce que c'est précisément? Alors, oui, pardon, oui, c'est de l'iris. C'est même pas une infusion, tout le moins dans le sens où on a repris une distillation. C'est une infusion des racines qui sont broyées dans de l'alcool directement. Voilà, c'est une matière première qui est un peu particulière, avec un procédé assez spécifique, qui est là pour reproduire un petit peu ce qui se faisait autrefois, étant donné que l'hydrodistillation de l'iris, pour obtenir ce qui est un faux terme, l'absolu iris, parce que c'est quelque chose de compact, hein, la concrète et l'absolu, et c'est beaucoup moins riche en acide palmitique que l'essence d'iris. Voilà. Merci donc pour ces précisions. Alors, quand on voit iris dans une recette, on pense tout de suite rhizome d'iris. Ça paraît évident, mais là aussi, quand on regarde les autres recettes du même traité, on se rend compte que Rossetti utilise également des fleurs d'iris ou aussi des feuilles d'iris. Donc là, c'est pareil, en fait, on ne sait pas ce qui est utilisé dans cette recette. Alors, donc, dans la liste des ingrédients, vous avez également du santal, du benjoin, du souchet, bon là je passe assez rapidement, de la cannelle, des fleurs de lavande. Donc là aussi, autre exemple, les fleurs de lavande, évidemment aucune précision s'il s'agit de fleurs fraîches ou de fleurs sèches, on l'ignore. Des fleurs de cédra, du storax, du labdanum, des noix de muscade, des clous de girofle, du prunus mahaleb, du calamus aromaticus. Alors, on va s'arrêter un tout petit peu puisqu'on en a parlé ce matin, donc du baume de la Mecque. Alors, dans la recette donc, qui est écrite en vénitien du XVIe siècle, on nous dit du Chiro balsamo. Alors, si vous cherchez Chiro balsamo pour l'époque, hein, vous aurez du mal à trouver de quoi il s'agit. Mais donc, on l'a dit ce matin, hein, le baume de la Mecque avait de nombreuses autres appellations. Et on l'appelait également le baume du Grand Caire, ce qui se disait en italien balsamo del Gran Cairo, et donc ce qui aurait pu donner par déformation Chiro balsamo. Et donc voilà, il s'agit sans doute aussi de cette matière-là. Alors ensuite, vous avez du sucre très fin, nous précise l'auteur. Alors du sucre, là aussi, on se demande pourquoi mettre du sucre dans une telle composition. Peut-être pour améliorer la conservation du mélange, peut-être aussi pour alourdir le mélange, et ce qui était un signe ce qui était perçu comme un gage de qualité à l'époque. Et enfin, donc, vous avez des fleurs d'oranger et des fleurs de jasmin. Donc là aussi, bien sûr, aucune indication sur la variété à utiliser, aucune indication non plus sur les fleurs fraîches, sèches. Rien, bien sûr, de tout ça. Alors, une fois que vous avez cherché à identifier les matières premières, se pose la question des quantités et des proportions, puisque je vous l'ai dit, aucune ne sont indiquées dans la recette. Alors là aussi, on peut se dire que c'est peut-être une volonté de la part de l'auteur pour laisser la liberté au parfumeur de choisir lui-même ses proportions. Ça, c'est une possibilité. Et si vous vous penchez sur d'autres recettes du même traité, là par contre, vous vous rendez compte que souvent l'auteur est beaucoup plus précis sur les proportions et il nous donne quelques indications. Donc, on peut à ce moment-là procéder par comparaison en cherchant des recettes qui se rapprochent le plus possible de la nôtre, donc qui ont un nombre de matières similaires, une structure similaire, en reprenant un petit peu les proportions pour finalement estimer ce qui pourrait être des proportions plausibles pour notre recette-là. En sachant évidemment que vous vous retrouvez avec des unités qui sont exprimées dans celles qui étaient utilisées à Venise au XVIe siècle. Donc on va vous parler de livres, de onces, de carats,
de Scropolo également. Donc vous arrivez, en faisant des recherches historiques un peu plus poussées, à comprendre les équivalences qui étaient en vigueur à cette époque-là entre les différentes unités, et donc vous pouvez ainsi reconstituer les proportions. Et donc vous voyez, c'est un travail assez complexe, et vous avez un certain nombre de flous qui demeurent, donc à la fois sur les matières premières, sur leur identification, sur la partie même de la matière à utiliser, sur la façon dont il faut la traiter, également des flous sur les instruments, les outils à utiliser, et donc plus globalement sur la technique à reproduire pour être au plus près de la recette d'origine. Et donc nécessairement, vous devez interpréter, donc il y a une part d'interprétation qui est plus ou moins grande dans la reconstitution de parfums historiques. Et donc, cette part d'interprétation, elle va être importante puisqu'on est ici dans ce que l'on appelle, ce que nous avons appelé une adaptation, donc à partir d'un parfum ancien. Tandis que dans le cadre des repesées, dont on parlait tout à l'heure, un instant, vous avez une part d'interprétation beaucoup plus faible, puisque là, la reconstitution du parfum ancien s'appuie sur une formule de parfum donc, qui est extrêmement précise. Donc vous voyez qu'on a deux cas de reconstitution de parfums historiques, une repesée, une adaptation, mais finalement, on n'est absolument pas sur les mêmes plans, sur le même niveau. Donc d'où l'importance de catégoriser toutes ces reconstitutions pour arriver à comprendre de quoi on parle et à comprendre ce qui peut les différencier. Et donc c'est l'intérêt du projet Nomen. Merci Alice. Oui, donc nous avons décidé de développer un projet autour de ces reconstitutions historiques parce que vous avez vu sans doute fleurir dans les musées, dans les expositions, des parfums qu'on vous présente comme des parfums anciens, des reconstitutions. Et nous nous sommes dit, il y a déjà à l'Osmothèque 2 cas très différents de reconstitution. Quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour refaire ces parfums? Et pourquoi il n'y a pas davantage d'informations sur la méthode utilisée pour refaire le parfum? Donc nous sommes partis de ce constat que les compositions odorantes et les parfums à visée historique fleurissaient de plus en plus, surtout depuis 4-5 ans, et qu'il y avait un flou terminologique sous le terme de reconstitution. On rassemblait des choses sans doute très différentes et qui ne permettaient pas de connaître quelle avait été la méthode employée. Ce qui nous a frappé également, c'est le décalage entre les connaissances qui sont apportées en général dans le cours de l'exposition sur les objets présentés, sur les tableaux, sur les artistes en règle générale. Et en revanche, quand il s'agit de parfums, il y a un petit écriteau avec très peu de choses, très peu d'informations. Et souvent, nous avons rencontré des conservateurs qui étaient très démunis par rapport au domaine du parfum qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'établir un cadre théorique qui permette de mieux approcher toutes ces questions. Nous avons donc établi une classification, la classification des compositions odorantes et des parfums à visée historique. Nous lui avons donné le nom de nomen. Attention, ça se réfère à l'étymologie latine. Il ne s'agit pas de lancer un nouveau mouvement féministe. Et nous avons décidé donc en réfléchissant, nous avons trouvé qu'il existait 5 grandes catégories que nous avons essayé de réunir sous des noms qui soient compréhensibles à la fois en français et en anglais. Donc c'est une classification bilingue. Ce qui nous a paru aussi très important, c'est qu'en fait, sous ce flou terminologique utilisé par le terme de reconstitution historique, on fait table rase de toute l'expertise qu'il a fallu pour aboutir au parfum ou à la composition odorante que le public sent. Parce que finalement, l'expertise, on l'a vu avec Alice, il faut l'expertise
d'un historien ou d'une historienne pour comprendre comment a été fait ce parfum et pouvoir refaire les mêmes gestes, utiliser les bonnes matières premières. Il faut avoir la compétence des scientifiques, en particulier dans le cas des reconstructions, et je vais revenir sur ce point précis. Et puis, il faut l'expertise du parfumeur qui, lui, a la connaissance des matières qui vont servir à faire cette composition odorante, qui a la connaissance de l'équilibre olfactif également qu'il va restituer dans la composition. Donc cette classification est bien sûr descriptive, il ne s'agit pas de faire quelque chose de normatif, ni d'établir une hiérarchie entre les différentes reconstitutions, mais de mieux comprendre comment elles ont été faites et de donner des informations sur les expertises de chacun au cours de cette reconstitution. Ce que nous aimerions, c'est que effectivement cette classification devienne une référence, à la fois une référence et un outil pour les institutions culturelles. Alors les 5 catégories de cette classification sont donc les repesés, je crois que vous avez tout à fait compris ce dont on vous parlait, les adaptations, nous avons évoqué ce cas, le cas du parfum royal, refait à partir d'une recette de Pline l'Ancien, dans laquelle on n'a pas non plus de quantité précise, ou le cas de l'Aqua Arabesca qui est en cours de reconstitution, ce n'est pas encore fait. Vous avez une 3e catégorie, celle des reconstructions. Qu'est-ce qu'on entend par reconstruction? On entend le procédé qui consiste à récupérer un petit résidu dans un flacon antique par exemple, à l'analyser, à trouver le profil moléculaire de la composition et à le reproduire en utilisant les molécules qui avaient été utilisées autrefois. Mais bien sûr, il faut d'abord ce travail d'analyse par chromatographie et spectrométrie de masse, et ensuite il faut retrouver la source de ces ingrédients. Donc c'est là où le travail de scientifiques, d'archéobotanistes est essentiel pour pouvoir reconstituer ce parfum. C'est le travail que font un certain nombre de personnes qui, en particulier avec des parfums de l'époque égyptienne, de l'époque grecque, romaine. Et c'est un travail complexe qui mérite d'avoir un nom précis. Et quand on utilise le nom de reconstruction, on reconstruit l'odeur ou le parfum, on comprend bien la méthode qui a été utilisée. Dans le cas de l'interprétation, il s'agit de faire appel à des éléments du passé et de les interpréter avec les ingrédients d'aujourd'hui. Je prends un exemple, un tableau. Je parlais du projet Odeuropa tout à l'heure. Le projet Odeuropa a pris un tableau au Rijksmuseum qui figure la bataille de Waterloo. Donc, sur ce tableau, il y a de la boue de la bataille, il y a on voit des canons, il y a l'odeur, donc il y a la poudre à canon, il y a de l'herbe coupée, il y a Napoléon qui se promène sur son cheval et qui mettait de l'eau de Cologne, comme on l'a rappelé ce matin. Il y a un certain nombre, il y a le sang, il y a les cadavres, et donc des parfumeurs ont désiré faire une composition qui évoque cette bataille. Donc ils ont pris des éléments picturaux empruntés à ce tableau, ils les ont réunis pour faire une composition odorante. Donc l'interprétation a pour but d'utiliser ces éléments et de faire une reconstitution d'un parfum qui a pu être le parfum de ce moment précis. C'est le cas également quand on utilise des textes anciens d'où on peut tirer des éléments olfactifs. Et puis à partir de là, on va faire une reconstitution. Et souvent, il y a un travail précis d'historien pour savoir à cette époque-là ce que sentait vraiment la poudre à canon, ce que sentait... voilà, il y a un vrai travail rigoureux aussi derrière cette entreprise, même si le résultat a une visée complètement différente, vous le voyez bien, et un objectif complètement différent de celui de la repesée ou de l'adaptation. Enfin, le cas de l'évocation. Alors l'évocation est proche de l'interprétation, mis à part le fait que toute liberté est laissée au parfumeur.
C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, un tableau, un portrait de Catherine de Médicis, de François Ier, un portrait d'un personnage historique, et on va dire au parfumeur, est-ce que vous pourriez faire un parfum qui évoque ce personnage? Là, le parfumeur va faire appel à sa palette, bien sûr, mais à son imaginaire, à ses connaissances sur la période. Peut-être qu'il va aussi s'intéresser à l'histoire de cette époque-là, à l'histoire de ce personnage, et il va faire une composition qu'il va trouver très évocatrice de ce personnage historique, par exemple. Donc il y a un lien avec le passé, une fois de plus, mais le résultat, la reconstitution à visée historique, est encore un cas complètement différent. Pour que les choses soient plus claires, nous avons aussi pensé à présenter une représentation visuelle de chaque catégorie. Alors vous voyez, nous avons utilisé un diagramme de Kvyat dans lequel toute la partie gauche concerne les ingrédients et les méthodes de fabrication. C'est exactement ce dont parlait Alice tout à l'heure. Donc, retrouver les matières premières. Est-ce qu'on a des indications sur la partie de la matière première utilisée? Est-ce qu'on a les proportions des ingrédients? Est-ce qu'on a des indications sur les procédés, les outils et les instruments de cette époque-là? Ou bien, et on met une note de 2 à 10 pour évoquer cette précision ou cette imprécision. La partie droite concerne davantage les objectifs. Quels objectifs on a voulu atteindre? Est-ce que c'est plutôt la liberté créative du parfumeur? Je vous en parlais pour le cas de l'évocation, par exemple. Est-ce que c'est une visée commerciale dans la démarche? Ça peut exister et, je vous le répète, on n'a pas décidé d'établir une hiérarchie entre les différentes catégories, mais plus de donner des éléments de compréhension. Est-ce que c'est une visée scientifique et ou pédagogique de la démarche de ceux qui ont fait cette reconstitution? Et puis, ce qui est très important, c'est l'utilisation des sources. Est-ce qu'on a des sources primaires? Est-ce qu'on a des sources secondaires? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment le texte original? Est-ce qu'on a fait appel à des spécialistes de l'époque également, des historiens par exemple? Tous ces éléments sont représentés dans cette représentation visuelle. Alors, la repesée intervient lorsque le parfumeur est en possession d'une formule détaillant avec précision les matières premières, les proportions et les techniques employées. Vous voyez, on a déjà parlé de ce point-là. C'est surtout quelque chose qui peut être utilisé à partir du moment où les formules existent. Donc, pour la parfumerie moderne, à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Alors, par exemple, voici ce que donnerait la représentation visuelle de la reconstitution de l'origan. Vous voyez que, en ce qui concerne la dénomination de la matière première, son existence, la partie de la matière première à utiliser, etc., on a tous les ingrédients. Donc, l'hémisphère de gauche est bien pleine. En revanche, la liberté créative du parfumeur est au plus bas, la visée commerciale de la démarche également, et ce qui est important, c'est la visée scientifique et ou pédagogique de cette démarche. Est-ce qu'on a collaboré ou non avec des spécialistes de cette période? Est-ce qu'on a eu recours à des sources historiques secondaires? Selon les parfums, ça va être différent. Donc, le cas de l'adaptation, c'est, on a cité le cas du parfum royal, on a cité l'Aqua Arabesca qui est encore en cours, on peut parler aussi de l'eau sans pareil, par exemple, de l'eau de la Reine de Hongrie. Nous avons un certain nombre de cas à l'Osmothèque dans la collection qui correspondent à ce terme d'adaptation, qui vise un parfum précis pour lequel la parfumeur est en possession d'une recette, avec ce que cela suppose de flou quant aux matières premières, aux proportions et aux techniques. Aux indications fournies s'ajoute une part non négligeable d'invention, d'expérimentation et de création. Par exemple, pour le parfum royal, Jean Kerléo, pendant 1 an, a expérimenté, a fait des essais avec des matières premières pour obtenir un équilibre qui lui semblait cohérent. Et au bout du compte, on arrive à faire une reconstitution qui se rapproche, nous l'espérons, de quelque chose qui existait au 1er siècle après Jésus-Christ, mais
on n'en a pas de certitude absolue. Ça pose beaucoup de questions en termes de reconstitution aussi par rapport à l'équilibre olfactif. Est-ce qu'un parfumeur du 1er siècle après Jésus-Christ avait la même esthétique, la même vision de l'esthétique d'un parfum? Donc voilà l'exemple du parfum royal. Par exemple, pour ce parfum, vous voyez que la représentation visuelle serait très différente. La représentation visuelle de l'Aqua arabesca aurait encore une autre forme. Donc cette classification nomène nous intéresse au plus haut point à l'osmothèque et nous avons déjà découvert en commençant à l'utiliser, c'est un travail qui est récent, c'est un travail qui est encore en cours et que nous souhaitons rendre encore plus précis, que nous souhaitons rendre encore plus proche des différentes réalités, des différentes reconstitutions. Donc nous continuons à travailler pour améliorer le texte que nous avons déjà fait paraître, en particulier parce qu'il y a beaucoup de sous-catégories et il y a des exemples qui surgissent tous les jours et qui nous demandent de les analyser. Mais cette classification que nous avons déjà présentée à un certain nombre de conservateurs, par exemple qui viennent à l'osmothèque pour savoir comment ils pourraient présenter des reconstitutions historiques dans leurs expositions, nous avons déjà vu qu'elle permettait aux conservateurs de réfléchir justement qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur objectif en présentant un parfum au public. Est-ce qu'ils veulent plutôt une adaptation? Est-ce qu'ils veulent une évocation? Est-ce qu'ils vont vouloir une interprétation en fonction du contexte? Et c'est tout de suite très éclairant et ils arrivent à beaucoup mieux définir leurs objectifs et à se dire, à comprendre comment ils vont travailler avec un parfumeur. Voilà, donc voilà notre projet nomène qui, bien sûr, met en valeur l'importance des ingrédients et c'est pour ça qu'il nous paraissait tout à fait justifié de vous le présenter aujourd'hui. Et nous répondrons à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce sujet. Je vois que l'heure tourne, donc peut-être pas de questions, mais à moins qu'il y en ait une, je ne veux pas vous priver de récréation. Et puis, nous avons 2 tables rondes très importantes qui vont suivre. Bon, si vous avez des questions, nous sommes disponibles pour y répondre pendant la pause. Merci beaucoup.